Déjà un grand merci parce que nous sommes en train de voir également vos commentaires, mais également vos abonnements. Ça nous va droit au cœur. Vous le savez trop bien que cette émission vous donne l'occasion à vous également de vous exprimer au travers de notre rubrique intitulée « À mon avis », à votre avis. Écrivez-nous, envoyez-nous des messages via les numéros qui est affiché ici, juste en bas de vos écrans. Envoyez-nous, nous allons les lire tout au long de cette émission. C'est comme ça que ça se passe. C'est une interaction entre vous et nous. C'est l'actualité de l'ère de notre pays, la République démocratique du Congo, que nous brossions à chaque instant. Pour vous, c'est chez nous. Nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue et meilleurs vœux chez vous, dans vos maisons, en train de vous suivre. Alors aujourd'hui, nous allons également parler de beaucoup de choses sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Et nous recevons pour vous Monsieur Jeff Pambi. Il est le président de la diaspora fédérée et il est avec nous. Il a plusieurs casquettes à la fois, mais du moins, c'est que moi je retiens. Mais il va également rajouter, c'est qu'il est encore ensemble avec lui. Nous allons embrasser, ou soit nous allons brosser l'actualité pour que nous puissions également mettre le point de vue. Vous avez les droits également, vous, de mettre votre point de vue via le numéro qui est affiché et nous allons également les décortiquer. Monsieur Jeff Pambi, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour. Nous espérons que vous allez bien. Grâce à Dieu, oui, on tient le coup. Voilà, avec M. Jeff Pambi, nous allons discuter de l'actualité concernant la République démocratique du Congo. Vous le savez trop bien. Alors, révision ou changement de la Constitution voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelles sont les motivations, c'est vous qui a poussé le président à réfléchir ainsi? Déjà d'emblée, vous êtes pour ou contre cette révision de la Constitution? Avant peut-être de parler de la motivation du chef de l'État, êtes-vous pour ou contre? Je ne pense pas. D'abord, je vous remercie. Merci beaucoup. D'avoir pensé à nous. Merci. Pour cette grande et intéressante émission. Merci. Nous avons pris l'habitude de suivre. Merci. Et que nous conseillons, bien entendu, aux autres aussi de suivre. Et à votre question, moi je pense que parfois on dit, sans dire que votre question n'est pas celle qui devrait. Mais je crois que si on veut avoir une bonne réponse, il faut formuler la question de manière conséquente. Voilà. Et je dis ici que, à mon avis, la question qui se pose chez nous aujourd'hui n'est pas de savoir si on est pour ou contre le changement ou la révision de la Constitution. D'abord, l'ambiguïté, c'est que les initiateurs, ou du moins les tenants de cette affirmation ou de cette volonté ne savent pas eux-mêmes si ils veulent faire un changement ou une révision de la Constitution. Alors me poser à moi ou à nous, les petits peuples comme on nous appelle, la question de savoir si nous sommes pour ou contre, c'est là où je viens à ce que je disais tantôt. Et si la question n'est pas bien posée, il ne faut pas s'attendre à une bonne réponse. Voilà. Alors, selon vous, quelles sont les motivations qui a poussé le chef de l'État à réfléchir ainsi et sa famille politique également? Je ne pense pas que c'est à moi de dire les motivations, mais le président de la République, que je salue au passage, s'est exprimé. Et là aussi, dans l'expression même du chef de l'État, il y a un peu de vide, de trou d'air. Et parce que, comme je le disais tout à l'heure, le chef de l'État lui-même parle-t-il du changement ou de la révision? Voilà. Et celui qui a lancé ouvertement le débat, qui est le secrétaire général Augustin Kabouya, de l'UDPS au pouvoir, et lui-même aussi semble dans la confusion. Alors, quelles sont les motivations? Je pense que c'est à eux de clarifier la vraie motivation. Mais quant à moi, en tant que citoyen, et vous savez, je crois, vous m'avez présenté d'une certaine manière, j'aime pas trop faire de présentation, je suis citoyen patriote, mais j'ai la responsabilité de veiller au bon fonctionnement de certaines structures et de la société civile, comme Alerte RDC. Je suis membre de la coordination nationale du cadre de concertation nationale de la société civile. Donc, en tant que citoyen, je pense que Alerte RDC venait d'avoir la semaine dernière, et les résolutions vont paraître bientôt, un séminaire sur la situation globale du pays. Mais je pense que la question, il faut la poser autrement. Avant de savoir si et d'avoir les motivations pour un fait, puisqu'il est dit, ceux qui font ou qui s'intéressent au droit les savent mieux, et que les faits précèdent
le droit. Et la Constitution est une loi, comme on l'appelle la loi mère. Donc, pour créer une Constitution, pour modifier une Constitution, il faut qu'il y ait un fait qui incite à l'acte. Or, ici, pour que nous puissions parler de ceci ou cela, il faudrait que nous fassions d'abord une analyse du contexte. Et cette analyse du contexte, c'est-à-dire ici le contexte de la RDC actuellement, nous amènerait à trouver, ou du moins à proposer des solutions aux problèmes qui se poseraient, ou du moins qui se posent. Et ici, l'analyse nous amènerait à savoir quelle est la vie du Congolais aujourd'hui. Comment marche le Congo aujourd'hui? Est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il marche mal? La réponse est dans les paroles du chef de l'État. Parce que c'est le premier d'entre nous. Est-ce que le Congolais mange-t-il à sa faim? Est-ce que le militaire a-t-il acheté son véhicule et chacun a-t-il sa maison? C'était une promesse d'un certain temps. Est-ce que nos enfants, les vôtres et les miens, vont-ils à l'école de manière décente? Même s'ils vont de manière décente, ont-ils l'éducation qu'il faut, l'enseignement qu'il faut? Et pour ce faire, il faut que l'enseignant soit dans les meilleures conditions qu'il soit. Est-ce que nos enseignants sont-ils dans les meilleures conditions qu'ils soient? Ce sont là tout un tas de questions et qui vont nous amener à une autre question cruciale. Quel est l'état sécuritaire de notre pays? Nous savons, vous et moi, ce qui s'est passé chez nous. Nous sommes en état de guerre. Notre pays est sous agression militaire. Et des pans entiers, des territoires entiers de notre pays sont sous occupation de l'ennemi. Et si vous allez à l'est, vous venez à l'ouest, et dans le centre de notre pays, en plein centre de notre pays, et la substance même de la population est en train de se perdre, de se dissiper. Parce que toute la population active est en train de fuir notre espace territorial du centre pour se réfugier dans les provinces voisines. C'est-à-dire que je soutiens les propos du chef de l'État, le pays va mal. Et c'est là, certainement, ça sera l'une de vos questions, et va de pair avec nos pères de confession religieuse, c'est ce qu'ils disent. Le pays va mal. De la même façon que les chefs de l'État, ils disent tous la même chose, mais chacun avec ses mots. Le pays va mal. Mais si le pays va mal, c'est-à-dire qu'il y a un médecin qui doit faire le diagnostic. Est-ce que le diagnostic de l'état du pays aujourd'hui devrait nous conduire à poser quel acte? Est-ce renforcer nos services de défense et de sécurité? Est-ce améliorer les conditions de travail et de vie de nos compatriotes concitoyens, de nos policiers et de nos enseignants, de nos fonctionnaires? Est-ce améliorer nos états de route? Ou changer la constitution? Aussi important soit-il, changer la constitution ou modifier. Ça, c'est à chacun de voir, ou au moins que le président, le chef de l'État, avec l'expression, comme nous disons, le terme est consacré, et nos hommages les plus déférents, à lui de lever l'option conséquente. Voilà, c'est bien dit et c'est clair, c'est limpide d'ailleurs, mais nous allons, il y a eu tellement de sous-réponses à des questions déjà, mais on va tout simplement en parler parce que nous vous signalons que nous tournons cette émission, aujourd'hui c'est le 29, nous sommes vraiment en pleine fin de l'année et nous profitons pour vous présenter également des joyeuses, des meilleurs vœux à vous qui sont en train de nous suivre, mais nous allons également essayer de faire un peu le tas de lieux de la République démocratique du Congo depuis le deuxième mandat du chef de l'État, depuis le premier mandat, deuxième mandat. Comment est-ce le pays se présente aujourd'hui? Ça se comporte comment? Le pays va bien? Les pays, est-ce que nous allons également en parler tout au long de cette émission. Alors, la deuxième question serait la suivante. Le propos du cardinal Fridolin Ambongo, vous l'avez déjà évoqué ici tout à l'heure. Le cardinal dit que le pays va mal. Le cardinal a dit les propos qu'il a dit, que vous connaissiez. Quelle analyse faites-vous du propos du cardinal Fridolin Ambongo? Au-delà de ce que je suis fils de pasteur, donc je suis né et j'ai grandi dans
l'observance d'un certain nombre de principes. Au-delà de cela, disais-je, j'ai beaucoup de considération pour les pasteurs et de respect pour les pasteurs. Et le cardinal Ambongo est l'un des hauts pasteurs de notre pays. Et dans la Bible, dans Psaume quelque chose, dit quand ou lorsque les fondements, en fait c'est une interrogation, lorsque les fondements sont renversés, sont détruits, que fait le juste? C'est-à-dire, en bon cardinal, notre papa, père spirituel, voyant, constatant que les fondements de notre nation sont renversés, il ne peut pas rester bouche bée. Vous pouvez crier, monter, descendre. Aucun pasteur digne de ces noms ne se tairait dans l'état actuel de notre pays. Ce taire serait trahir son serment. Moi, je suis serviteur de Dieu dans ma façon en tant que laïc. Effectivement. Sur le cadre du laïcat protestant. Et toute ma vie, à la limite, avec mes faiblesses, je la mène suivant des principes. Et des principes qui sont édictés soit par la parole de Dieu, soit par des règles qui sous-tendent le fonctionnement de notre société. Effectivement. Et ici, le pasteur Ambongo a relevé exactement ce que le chef de l'État n'a cessé de dire à longueur de journée. C'est que tout citoyen congolais qui vit réellement dans ce pays, qui est sérieux avec lui-même, dit à longueur des journées, le pays est mort, le pays est malade, le pays est dans le coma, le pays est tout ce que vous voulez. Que doit faire le pasteur, si ce n'est éveiller les consciences de nos dirigeants, ainsi que celles de nos populations? Et le pasteur n'a fait que ça. Il nous a dit, réveillez-vous, sinon nous sommes en train de perdre la nation que Dieu nous a donnée. Et à ceux qui nous dirigent, il leur dit, prenez vos responsabilités en main et faites ce qu'est votre devoir pour améliorer la situation, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne le méritons pas. Et si nous ne faisons rien en ces moments de conséquents, eh bien, nous sommes en train de courir le risque de perdre cet héritage que nous avons eu de ceux qui nous ont précédés. Donc, je n'ai aucun commentaire particulier, sinon de soutenir sans réserve les propos du cardinal Ambongo, les propos de nos pères de confession, nos évêques de l'Église catholique, qui ont été clairs dans leur dire, dans leur déclaration, et je soutiens en même temps le constat fait par le chef de l'État de la situation qui est désastreuse de notre pays, et je l'encourage et je le soutiens de telle sorte qu'il puisse mettre, je dirais même le boucher double, parce que la situation est tellement catastrophique que je pense que de manière responsable, si nous ne faisons pas des efforts, je dirais même extra-humains, et nous savons ce qui pointe, et notamment à l'horizon, et si nous voyons, si nous considérons la situation à l'est de notre pays, avec toutes les exactions que nous vivons, et puis la situation à l'ouest de notre pays, et dans nos grandes villes particulièrement, mais cette situation s'est étendue pratiquement sur toutes les grandes agglomérations de notre pays où règne l'insécurité de manière criante. Donc, nous devons cesser de nous disputer sur des choses qui sont claires et limpides. Mettons-nous ensemble pour parler solution aux problèmes auxquels nous faisons face, plutôt que de perdre de nos énergies sur des questionnements que je taxerai de pas très utiles en ce moment-ci, parce que ça nous fait perdre du temps et de l'énergie.
Alors que de l'autre camp de l'UDPS, ils ont constaté amèrement ces discours, l'homélie de l'archevêque cardinal Fridolin Ambongo, le taxant de tout le mot possible. On s'est dit, aujourd'hui, l'Église catholique est considérée comme bête noire du pouvoir de l'UDPS. Est-ce que c'est parce qu'il est en train de dire des choses que nous qualifions, que vous avez qualifiées de vérité, des choses qui sont réelles, que nous sommes en train de palper du doigt concernant la République démocratique du Congo, ou soit c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas la tête du Fridolin Ambongo, le cardinal? Non. L'histoire, à moins que nous ne l'évoluions pas, l'histoire nous enseigne que, je l'ai dit tantôt, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et ici, les fondements sont renversés. Et le juste a parlé. En fait, je ne veux pas dire que le cardinal est juste. Ce n'est pas à moi de donner cette qualification. Effectivement. De répéter ce que dit la Bible de Dieu. Mais lui, en tant que pasteur, a pris ses responsabilités et il a fait sa part. Mais il était à Rwanda récemment. Pourquoi n'est pas devant l'épiscopat, même devant Kagame, même devant cette nation rwandaise, là où il séjournait? Pourquoi n'est pas il pouvait également dire des choses en allant du genre retirez-vous, cessez d'agresser et puis de s'aimer la terreur au peuple congolais? Pourquoi seulement attendre l'homélie où il était censé de prêcher la parole de Dieu pour glisser ces mots qui choquent aujourd'hui la classe politique congolaise? Et je vais d'abord finir ce que l'on disait tout à l'heure. Je vous en prie. À l'UDPS, j'en sais quelque chose, croyez-moi. Et considérer qu'aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, que nous enseigne l'histoire. Donc, que l'UDPS se regarde dans un miroir pour comprendre comment est-ce qu'elle est arrivée au pouvoir. Et la réponse est simple, avec l'appui de l'Église catholique. Et ce n'est pas que l'Église catholique a appuyé l'UDPS en tant que telle, mais l'Église catholique a été pasteur au milieu des brebis. L'Église catholique n'a fait que assumer ses responsabilités. Et ces responsabilités-là, l'Église ne l'assume pas d'aujourd'hui. L'Église les a toujours assumées depuis l'aube des temps. Rappelez-vous de l'époque du cardinal Joseph Manoula, et du cardinal Etchaou, et du cardinal Monsengo, et j'en passe. À chaque fois, l'Église essaye de rester à sa place. Et l'Église est supposée être aux côtés des faibles. L'Église ne peut pas voir qu'elle a observé une situation qui est dans l'état où le pays se trouve aujourd'hui, et fermer sa bouche. Et soyez rassurés, elle ne fermera jamais la bouche. Et ce n'est pas un défi, mais il est important que l'on comprenne que lorsque l'Église, en tant que responsable du laïcat protestant, nous avons lancé à un temps une campagne de sensibilisation des chrétiens à ces responsabilités, où nous avons dit, quand l'Église s'élève dans une nation, où on voulait éveiller les consciences des chrétiens par rapport à la vie de la nation. Et nos pasteurs sont là pour nous fortifier, nous encourager à nous assumer. Et si nous ne nous assumons pas, les pasteurs vont toujours parler, et le président de la République en l'occurrence est un chrétien et protestant, et ça doit être comme nous autres, et le premier qui soutiennent les propos de nos pasteurs et qui va vers eux parce qu'il est fils devant ses pères, vers eux pour écouter leur sagesse, parce qu'ils le font, je présume, de manière désintéressée, pour l'intérêt et de notre président de la République et de toute la population. Le cardinal Ambongo à Kigali, et d'abord il faudrait savoir quel était le cadre qui accueillait le cardinal Ambongo là-bas. Et quand le cardinal Ambongo lance son message d'éveil de conscience, ce message ne concerne pas les Rwandais. Ce message concerne les Congolais. Parce que vous souviendrez que le monde entier aujourd'hui, tous les hauts dirigeants du monde
on dit tous la même chose et chacun en ses termes. Que le problème du Congo ne peut être résolu que par les Congolais. Et ça, le cardinal Ambongo le sait. Je ne voudrais pas donner ici l'impression de soutenir le cardinal Ambongo. Mais puisque la question est au centre de votre émission, de notre émission d'aujourd'hui, je me permets de parler en les citant, puisque vous avez fait autant. Donc, quand il se trouve à Kigali, il va faire son travail. C'est lui pour lequel il est auprès de ses compères du Rwanda, et je crois bien d'ailleurs. Et là, ils vont parler de ce qu'ils se sont dit, mais il n'a pas le devoir d'écrire tout haut. Mais je ne douterai pas un seul instant qu'il ait demandé aux évêques du Rwanda de prier pour la paix entre le Rwanda et le Congo et d'essayer d'encourager leurs dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants rwandais, de revenir à la raison, car leurs faits en République démocratique du Congo sont inqualifiables, atroces, d'une certaine manière que personne dans ce monde ne pourrait soutenir ce qui se fait à l'est de notre pays avec le soutien du leader politique rwandais. Donc de ce côté-là, il n'y a aucune question, mais lorsqu'il en vient au Congo, il est tout à fait normal qu'il parle tout haut, parce qu'il s'agit de sa part de responsabilité qu'il doit assumer comme chacun d'entre nous. Alors, vous avez également suivi cette rencontre entre Moïse Katumbi Chapwe et Joseph Kabila Kabange, le président honoraire de la République démocratique du Congo. Vous avez un avis à émettre. Qu'attendons-nous de ces rencontres? Est-ce que cela aura les impacts positifs dans notre pays? Est-ce que cette coalition, cette opposition, parce qu'il faut se le dire, que Kabila, avec sa famille politique, s'est retiré quasiment, pas des élections législatives, tout qu'on soit, ils se sont retirés quasi, mais aujourd'hui ils reviennent pour s'opposer au changement ou aux révisions de la Constitution, mais également aux arrestations arbitraires orchestrées par l'opposition et les journalistes de l'opposition également. Qu'attendons-nous concrètement de cette rencontre entre Moïse Katumbi Chapwe et Joseph Kabila Kabange, votre avis? En réalité, moi j'attends beaucoup du président de la République. Parce que c'est lui qui a les manettes du pouvoir. Effectivement. C'est lui qui a l'action pour renverser ou rétablir les fondements qui sont renversés. Et que des leaders de l'opposition décident de se rencontrer et de mettre en place des stratégies pour renforcer leur position, c'est tout à fait une affaire pour moi banale. C'est-à-dire normale, naturelle, légitime. Parce que ici, il faut se dire que dans son dernière adresse à la nation, à l'occasion de la fête des nativités, le chef de l'État en a appelé à l'unité et à la cohésion nationale. Effectivement. N'est-ce pas ce que tout le monde souhaite? N'est-ce pas ce que tout le monde, c'est à quoi tout le monde s'attend aujourd'hui dans notre pays? N'est-ce pas ce que nos pères de toutes les confessions religieuses en appellent par rapport à la situation que nous vivons dans notre pays? Alors quoi de plus normal que ceux d'un camp comme ceux de l'autre? La majorité s'est vue réunie, la majorité institutionnelle s'est vue réunie récemment autour de l'autorité, comment on appelle ça? Autorité morale. Ou ce qu'il y a des termes que nous connaissons actuellement. Et pour une causerie morale, je considère, et affûter leurs armes par rapport à leur manière de gouverner, parce que c'est eux qui gouvernent. Effectivement. Mais quoi de plus normal que ceux qui sont dans l'opposition puissent affûter aussi leurs armes pour plusieurs faits. D'abord, ici, moi je dirais, comment ils vont répondre, ça je présume, comment ils vont répondre à l'appel à l'unité lancée par le chef de l'État et à la cohésion nationale, et puis quelles sont les stratégies éventuelles qu'ils doivent mettre en place pour contraindre les tenants du pouvoir à faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui, et qu'est-ce qu'eux-mêmes doivent arrêter comme stratégie aussi
de conquête du pouvoir, parce qu'il ne faut pas le leur interdire. Sinon, pourquoi on ferait la politique? Donc, c'est une rencontre normale, naturelle, mais simplement, c'est une rencontre qui s'est tenue entre deux personnalités, ou du moins trois personnalités en deux, et pas des personnalités ordinaires. Voilà. Il s'agit de Joseph Kabila, qui est le président honoraire de ce pays et chef de file d'une grande composante politique de chez nous, donc, que vous connaissez, et puis Moïse Katumbi, qui est chef de file aussi d'une autre composante importante. Mais avant cette rencontre, nous nous rappellerons que Moïse Katumbi avait croisé un autre chef de file d'une autre grande composante politique de notre pays, en la personne de Martin Fayulu. Donc c'est tout à fait normal et naturel que ces personnes-là se retrouvent, qu'ils discutent ensemble pour des choses que je viens de détailler. Et je pense que c'est comme de ce à quoi nous devrions prêter le plus attention, c'est que le chef de l'État soit encouragé et soutenu dans des initiatives qui tendraient à pouvoir notamment ramener la paix dans notre pays et améliorer les conditions de vie des citoyens, plutôt que de perdre l'utile. Bon, ce n'est pas une perte comme tel de temps, mais d'utiliser trop d'énergie sur une réunion informelle et qui n'a aucune incidence directe sur nos vies. Voilà, nous allons parler sécurité à présent. Monsieur Jeff Pambi, vous le savez trop bien que la République démocratique du Congo traverse un moment dur de son histoire, 30 ans déjà, depuis que la guerre nous est imposée par les Rwandais. Alors, vous savez qu'il y a eu des assises où cette tripartite entre l'Angola, RDC et le Rwanda également. C'était le 15 décembre que le chef de l'État devait rencontrer son homologue Kagame, Paul Kagame du Rwanda. Mais celui-ci a refusé quasiment de venir. Une leçon donnée à notre pays, la République démocratique du Congo, ou soit on peut le considérer comme une fuite, tout simplement. Moi, je pense que nous devrions nous regarder nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. Ce qui est arrivé le 15 décembre dans cette tripartite, nous ne nous en réjouissons pas, mais c'était prévisible pour toute personne avertie. Et vous vous souviendrez que Alerte RDC avait rendu public une communication sur ce processus du Rwanda et avait prévu ou prédit tout ce qui s'ensuit. Mais simplement le problème est que nos dirigeants ne nous écoutent pas. Lorsque vous prenez un communiqué qui est le compte rendu d'une réunion tripartite des ministres des trois États, vous sentez dedans qu'il n'y a pas concordance de point de vue. Mais que notre négociateur ou négociatrice numéro 1, donc la ministre des Affaires étrangères, vienne affirmer tout haut le contraire de ce que dit le texte qu'elle-même a contresigné. Ça devient inquiétant. Et plus inquiétant encore, lorsque son chef ou sa chef, la première ministre, que je salue toutes les deux d'ailleurs, avec beaucoup de respect et de considération, induit en erreur par elle-même, parce que je considère qu'elle n'a pas lu cette communication, ou alors par son directeur chef de cabinet, qui n'a pas été souple, donc il n'a pas lu le communiqué, mais il a envoyé son chef au feu, ou encore par la ministre des Affaires étrangères, mais la faute reviendra toujours à la première ministre, parce qu'elle ne pouvait pas confirmer les faits erronés dit par la ministre des Affaires étrangères, soutenant que le Rwanda avait accepté de sortir de ses militaires de consort. C'est-à-dire, c'était un aveu tacite du Rwanda, malgré ses refus répétés en longueur des années, et qu'il avait ses militaires sur notre sol et consort. Alors, à cela, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire qu'il y a un manque criant de sérieux de notre côté. Donc il ne faut pas toujours pointer du doigt l'autre, mais il faut avoir la capacité de se remettre soi-même en cause, comprendre
comprendre pourquoi une telle situation m'arrive-t-elle. Le processus de Luanda ne sera jamais, mais alors jamais sans être fataliste, la clé pour sortir notre pays du problème à l'Est. Parce qu'il ne concerne que le Rwanda qui tergiverse à longueur de journée. Il dit oui, il dit non, il souffle le chaud, il souffle le froid. Pendant ce temps, la RDC est en train de perdre son territoire. Les populations congolaises continuent de souffrir et nous en tenons à un processus qui, en réalité, parce que si on parle du Rwanda avec, comment on les appelle, les M23, mais ce qui se passe en Ituri, ce ne sont pas les M23, et ailleurs. Donc, on va aujourd'hui traiter avec les M23, et demain avec les Codeco, après-demain avec Zaïre, FDLR, et puis les FDLR, et puis tout cet amalgame qui a chez nous. Non, on doit s'asseoir, adresser cette question de manière conséquente et globale, et dégager des responsabilités pour lever des mesures ou du moins des options qui vont nous amener à une paix durable. Plutôt que tout ce qu'ils sont en train de faire à gauche, à droite, qui n'apportera jamais de solution, tant que nous-mêmes nous ne serons pas conscients que nous avons le devoir ultime de sauver notre pays. Alors, vous pensez que la guerre prendra fin à ce pays? La guerre prendra bien fin dans ce pays pourvu que nous prenions conscience de notre responsabilité face à cette guerre. D'où la responsabilité première du chef du numéro 1 entre nous. Là, je ne parle pas de Félix Tshisekedi, je parle du président de la République, qui doit s'assumer et comprendre qu'il n'a pas intérêt à défier son propre peuple, à défier sa propre population. Il doit être ce qu'il est déjà, un chef. Et un chef, ça met autour de lui les sages du village pour discuter de la chose quand le village brûle. Mais n'allez pas chercher de petites solutions qui en réalité ne font que exacerber la situation. Aujourd'hui, le chef de l'État, nous l'appelons à l'unité que lui-même a évoqué très récemment et que lui-même soutient. Nous lui demandons de se mettre à l'œuvre, de mettre en place un mécanisme qui va réellement nous amener à cette unité nationale, à cette cohésion nationale, afin que tous ensemble, nous fassions face à ce que nous sommes en train de vivre de la part des pays voisins et des pays en fait qui sont ennemis à notre pays parce qu'ils nous envient et ils ne voudront jamais, dites-vous bien, pourquoi le Rwanda signerait-il un accord de paix? Qu'est-ce que le Rwanda ou l'Ouganda ont-ils à gagner à une RDC en paix? Rien. Parce que tant que la RDC est dans le désordre, le Rwanda gagne, le Kenya gagne, l'Ouganda gagne, la Tanzanie gagne, tous les pays voisins gagnent. Et si nous devenons en paix et que nous barricadons nos frontières et que notre administration commence à fonctionner normalement, et les autres n'auront rien à gagner, à y gagner. D'où à nous de comprendre que la paix chez nous, nous devons l'arracher. Et nous devons nous intimer à nous-mêmes une certaine discipline dans le fonctionnement de nos institutions afin de nous faire respecter par les autres. Si nous ne le faisons pas et que nous continuons à croire que c'est les Nations Unies ou les États-Unis ou la France ou l'Union européenne qui viendraient faire à notre place alors que tous ont dit que ce n'est pas dans leur prérogative, c'est aux Congolais eux-mêmes de résoudre les problèmes. Alors, la guerre, est-ce que le chef de l'État, n'est-ce pas une des solutions au chef de l'État de déclarer la guerre au Rwanda? Parce qu'il y a la classe politique est un peu divisée, et les chefs de l'État déclarent seulement la guerre. Les chefs de l'État doivent déclarer la guerre parce qu'on en a marre, la diplomatie a échoué, la diplomatie a prouvé ses limites. Est-ce qu'on ne peut pas aller directement à l'offensive? N'est-ce pas une solution également? Pourquoi on doit proclamer la guerre? On est en guerre. C'est quoi cette histoire de proclamer la guerre? Nous sommes agressés militairement par des États étrangers. Nous sommes en guerre. Peut-être que ça serait de le constater dans un discours formel, mais sinon, on ne doit pas attendre. On agresse ton pays et toi, tu attends que
tu puisses faire un discours pour dire que bon voilà, aujourd'hui nous entrons en terre. Mais vous êtes déjà en terre. Vous devez être conséquent, comme je le disais. Oui. Et vous devez vous outiller et prendre des dispositions qui s'imposent pour mettre fin à cette guerre. Et c'est ce que nous disons à des mots différents depuis tous ces temps. Donc ce n'est pas le fait de passer que le chef de l'État va lever, ou du moins va réunir le Congrès et leur dire qu'à partir de ce moment, nous entrons en guerre. Non. Mais il a dit, lors d'une passage au Top Congo, je vais réunir des chambres dans une... Oui, ça c'était peut-être à cette époque, et on lui a fait dire ce qu'il a dit, je présume, mais c'est une mauvaise lecture de la chose. Nous sommes en guerre. Mais que font nos militaires que je salue, que je soutiens à l'est de notre pays aujourd'hui? N'est-ce pas qu'ils sont en guerre? Ils sont en train de se battre contre des armées étrangères. Ils le disent tous les jours. Mais ce fait-là que des armées étrangères pénètrent sur notre sol et qu'ils trouvent la résistance ou l'offensive même de nos forces de défense, comment ça s'appelle? Si ce n'est pas une guerre. Non, ça c'est de la distraction. Nous sommes en guerre. Le pays est attaqué sous attaque constante. Sous attaque constante. Alors, c'est à nous de prendre des dispositions comme nous le faisons déjà, parce que nos forces de défense et de sécurité sont au front, et à elles maintenant de changer de stratégie, de tactique de guerre, et d'être outillés davantage par le politique, parce qu'ici tout est joué par le politique, et parce que vous suivez à longueur de journée aussi des déclarations vraies et fausses qui viennent de la ligne de front, comment nos militaires sont traités, mais nous suivons aussi les déclarations ici, comment les familles des militaires qui sont au front sont traitées, et comment vous voulez être au front et vous apprenez que votre famille a été déguerpie du camp et qu'elle est en train d'errer. Et si vous aurez suffisamment de force, malgré votre volonté, votre détermination à défendre votre pays, est-ce que vous aurez suffisamment d'énergie pour faire votre travail? Non. Donc l'État ici est au centre de toute l'action. On nous extirpe tous ces petits voleurs qu'on a dans le gouvernement, dans nos institutions. Je crois que 99% des personnes qui sont dans nos institutions sont des voleurs. 99%. Ce sont des voleurs. Ah ouais. Regardez ce qui se passe. Regardez les routes de Kinshasa. Regardez les routes en province. Vous avez suivi les déclarations récentes du chef de l'État dans l'espace Kassai. Vous avez suivi les propos de cet excellent gouverneur du Kassai central face à Mouya, le ministre de la communication. Qu'est-ce que c'est? C'est irresponsable comme ça. Et le gouverneur du Kassai central qui est à saluer a été responsable pour dire, monsieur, ça c'est ma terre, c'est moi qui la connais, c'est moi qui dis, il n'y a rien qui marche. Et quand un gouverneur le dit ainsi, qu'est-ce que nous, la population, nous faisons? Sinon, soutenir ce gouverneur face à d'autres qui ne font qu'une sorte de mascarade, qui veulent nous miroiter une vie que nous n'avons pas, parce que eux, ils sont dans l'opulence, ils sont dans tout ce qu'ils sont, toutes ces extravagances qu'ils sont en train. Regardez, mon cher ami, le chef de l'État est en itinérance dans l'espace Kassai. Tout le gouvernement est avec le président de la République. Effectivement. Ça dit que l'État est paralysé. Il faut quoi avec le président? À la limite, je comprendrais que le ministre de l'Intérieur soit avec lui. Je ne sais pas, celui de la communication peut-être. Mais qu'est-ce que les autres font là-bas? Ils sont dans des discours, dans des choses, où ils donnent des 1000 francs aux gens qui sont des malheureux, mais ils viennent et beaucoup fatiguent. C'est quoi cette histoire-là? Et il faut croire au président parce qu'ils ont donné des 1000 francs aux gens pour venir acclamer le chef de l'État. Ils pensent que c'est ça la vie des Congolais. Non! Non! Et le chef de l'État devrait se résoudre à mettre de côté toutes ces personnes qui chantent à sa gloire. Moi, je ne chanterai pas la gloire de mon président. Je lui dirai toujours ce qui n'est pas correct, qui ne marche pas autour de lui. Et je le soutiendrai toujours quand il prendra, quand il lèvera de bonnes options. Parce que ce qu'il dit n'a aucun droit d'échouer. Ça, je le dis et je le dirai toujours. Il doit réussir sa mission.
Parce que de sa réussite dépend le bien-être du Congolais. De son échec dépend l'aggravation de notre situation qui est déjà catastrophique. Donc, je ne chanterai pas la gloire du chef de l'État. Mais je l'encouragerai et je ne l'applaudirai pas s'il pose de bons actes. Mais je l'encouragerai à rester parce que c'est son devoir à faire ce qu'il doit faire pour que son nom reste gravé de la bonne manière qu'il soit dans les annales de notre pays. Alors pour citer rapidement, la MONUSCO qui devrait normalement partir, il y a déjà eu 7 contingents qui étaient déjà partis en avance, Bintou Keïta l'a bien expliqué, mais bizarrement et brusquement, la MONUSCO, l'ONU, on a encore re-signé cet accord que la MONUSCO puisse rester, continuer sa mission. Quelle lecture faites-vous rapidement parce que nous allons... Non, je pense que, et vous aussi, les journalistes, vous êtes mes amis, mais parfois les bons amis se disent des vérités. Effectivement. Vous n'êtes pas attentifs. Il n'a jamais été question du retrait de la MONUSCO. Diminution de... C'est quand on parle de la transition de la MONUSCO, ce n'est pas un retrait brusque, définitif. Effectivement. C'était progressif. Le plan de désengagement de la MONUSCO, qui a déjà débuté. Oui, déjà. Il y a beaucoup de coins où la MONUSCO existait, où il y en a plus, c'est déjà désengagé. Effectivement. Mais soyez-en rassurés, chaque année, la MONUSCO va renouveler son mandat. Parce que la MONUSCO est encore présente chez nous. Et cherchons à savoir pourquoi est-ce que la MONUSCO était venue chez nous. Sa mission, elle ne l'a pas réussi. En tant que tel, nous devons le dire en regardant en face. Mais au moins, néanmoins, on ne peut pas dire que la MONUSCO n'a rien fait chez nous. Et la MONUSCO a joué un rôle important. Mais il a échoué. Pourquoi le garder? Non, ce n'est pas pourquoi garder, mais c'est question d'accord. La RDC a des accords avec l'institution Nations Unies pour l'envoi de ces contingents qui sont ici pour assurer une mission précise. Et on a signé un accord de désengagement progressif. Et cela est déjà opérationnel. Cela est déjà en marche. Mais comme la MONUSCO vit chez nous sur base d'un contrat annuel, donc à chaque période, donc vers le mois de septembre, de chaque année, la MONUSCO, le chef de la MONUSCO doit rentrer auprès de ces chefs de la MONUSCO, des Nations Unies, pour leur dire que bon, on arrive à terme de notre mission annuelle et nous voilà la situation globale. Et il faut examiner la situation globale. Ils peuvent requalifier le mandat ou le renforcer ou en tout cas requalifier le mandat et ils peuvent décider de réduire progressivement davantage leurs effectifs et leur action sur le terrain. Mais le mandat sera toujours prolongé jusqu'à ce que le dernier soldat des Nations Unies quitte ce pays. Et ça, il faut se dire que ça ne se fera pas, ça n'arrivera pas dans les 3 années qui viennent. Voilà, c'était M. Jeff Pambi qui nous avons reçu sur ce plateau, qui nous disons déjà un grand merci pour sa participation. Il est le président de la diaspora fédérée, également consultant. Donc, voilà, ça va venir. Et nous disons un grand merci pour votre présence aujourd'hui dans cette émission, Fait Saillant. Un grand merci à Eric Diakweno au niveau de la caméra. Un grand merci également à l'équipe technique, il y a Shadrach Balenda, il y a également Émile au niveau de la mise en ligne. Nous vous disons un grand merci, restez branchés et scotchés dans la meilleure des télévisions, les potentielles télévisions, la passion d'informer sans passion. Ici, nous traitons l'information avec beaucoup d'impartialité, mais également avec délicatesse. Monsieur Jeff Pambi, merci beaucoup. Si vous avez peut-être un mot pour conclure au peuple congolais qui sont en train de souffrir à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont en train de fêter, vraiment avec beaucoup des atrocités, surtout les enfants déplacés. Que diriez-vous à ces enfants?
Je dirais que nos pensées et nos prières sont vers eux, non vers elles, nos populations à l'est de la République qui vivent des situations indescriptibles. Que nos populations de l'est du pays et toute la partie entamée par cette agression injuste des ennemis de notre pays, et que ces populations-là sachent qu'elle n'est pas seule, que toute la nation est avec elle, parce que quand un doigt ou un orteil est malade, c'est le corps entier qui est malade. Donc nous sommes avec eux et je leur présente, en dépit de tout, le meilleur vœu pour cette année qui s'achève et l'année qui commence. Et mes vœux le meilleur vont aussi à l'endroit de toute la population congolaise, où qu'elle se trouve à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et mes vœux vont au numéro un d'entre nous, le président de la République et madame son épouse, au président honoraire de notre pays aussi, avec son épouse. Tous deux ont donné l'espoir à ce peuple, que ce peuple peut être uni et ce peuple peut vivre ensemble dans l'harmonie. Et mes vœux vont aussi à tous les chefs de nos institutions, à tous les chefs de file des partis de l'opposition, parce qu'aujourd'hui ils sont dans l'opposition, mais demain ils viendront au pouvoir, et qu'ils sachent que leur oui doit être oui et leur non doit être non. Ce qu'ils disent aujourd'hui dans l'opposition, quand ils seront au pouvoir, nous osons croire qu'ils feront exactement la même chose. Bon vent à ceux qui nous dirigent et bonne vie aux Congolais, parce qu'ils le méritent. À quand le rapport rédigé que vous avez annoncé? Nous aurions... Dans le courant de la deuxième semaine du mois de janvier. Alors, vous allez également passer par ici pour expliquer lettre par lettre, fait saillant, que les gens comprennent au moins les textes, qu'est-ce qui se passe, ça dit quoi, c'est quoi le rapport. C'est vraiment important pour éclairer également l'opinion congolaise, parce que le Congolais, souvent quand on écrit, ils n'arrivent pas à comprendre tout cela, ils n'arrivent pas à prendre assez de temps parce que le pays va déjà mal, ils doivent aller chercher à manger, ça et là, ça et là. Et parfois, ils oublient ce qui est essentiel, ce qui est important pour notre survie. Nous vous disons un grand merci. C'était un réel plaisir pour nous de recevoir M. Jeff Pambi sur ce beau plateau. Je pense que le message, ou ça, les propos qu'on a tenus, et je pense que ça a fait du mal à personne. Et c'est uniquement pour que la République démocratique du Congo retrouve cet habit d'antan qu'il avait, retrouve un peu sa place parce qu'il est le poumon même de l'Afrique, le poumon même de l'humanité. Aujourd'hui, si tout s'est fait dans l'humanité, c'est grâce à la RDC. La RDC regorge plus de 90% de richesses que d'autres pays n'ont pas. Et cet grand pays est agressé, et c'est là sous les yeux de la communauté internationale et sous les yeux des Congolais qui sont des traîtres, qui détruisent également leur pays, qui détruisent leurs propres frères et sœurs, qui veulent à ce que bon, pour la nzala yo, nzala, que tu prends de l'argent, que tu t'enrichisses, que tu crées des maisons, tu achètes des maisons de villas par-ci par-là. Mon frère, ma sœur, je vous assure qu'un jour, cette règne prendra fin. Et la République démocratique du Congo restera. Mais on vous jugera, ces peuples congolais vous jugera de vos actes. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous, likez. N'hésitez surtout pas de nous laisser votre message. Nous vous disions tout simplement à chaque fois, nous vous rappelions que notre rubrique intitulée « À mon avis, à votre avis », dites-nous qu'est-ce que vous pensez du propos de M. Jeff Pambi. Est-ce qu'il était à l'auteur? Est-ce qu'il a répondu comme il valait? Est-ce qu'il a répondu en tant que compatriote et patriote de la République démocratique du Congo? C'est à vous de nous dire au travers des numéros qui sont affichés au bas de nos écrans. D'ici là, portez-vous bien. Et à qui les prochains tours? Question mark.